Aujourd'hui, on est dans une situation où, grâce à la dette, il n'y a pas encore eu d'effondrement. Il faut toujours se dire, c'est absolument nécessaire et absolument insuffisant. C'est quand même une époque absolument fascinante. C'est-à-dire que c'est très très rare dans l'histoire de l'humanité, les moments où on a pu se dire, les 20 dernières années ne sont aucune indication des 20 prochaines. Donc on est dans l'incertitude totale. Bonjour, merci Emmanuel d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ici au sein de Sycomore Asset Management, une société de gestion d'actifs financiers spécialisée dans l'investissement responsable. Donc nous investissons dans la transition énergétique et dans tout ce qui a un impact positif pour l'humain et le vivant d'une manière générale. Alors Emmanuel, vous êtes réalisateur, producteur. Vous avez notamment réalisé donc, le film Une fois que tu sais sur l'urgence climatique et également sur l'idée que la civilisation industrielle telle que nous l'avons connue peut disparaître, va disparaître, emportant même l'humanité. Donc c'est un film très impactant, en tout cas qui m'a beaucoup marqué. Et il répond à un certain nombre de questions, notamment une question sur comment vit-on avec cette idée que l'humanité peut disparaître. Alors quand on s'intéresse aux défis climatiques, enfin au changement climatique, on passe par cette phase de constat qui est souvent très difficile, qui est assez glaçante. On peut commencer par le rapport Meadows ou plus récemment par la lecture du GIEC. Tout ça est très traumatisant. Et moi ce que je voulais savoir, c'était comment vous avez vécu en fait cette prise de conscience. Quelles ont été vos émotions lorsque vous avez pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle nous étions, et est-ce que cette prise de conscience a été le point de départ pour la réalisation de votre film? Alors déjà, merci pour l'invitation. Je tiens à préciser quelque chose. Je ne pense pas que cet effondrement de la société thermo-industrielle globalisée va emporter l'humanité avec elle. Je pense que l'animal humain est extrêmement résilient, qu'il y aura toujours des petites poches d'humains à gauche à droite. Voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un avant et un après, une période de décrue des systèmes, comme dit Jean-Marc Jancovici dans le film. Et donc, du coup, c'est la question de comment apprendre à vivre une période de décrue des systèmes quand tout ce qu'on a connu depuis quelques générations maintenant, c'est de l'expansion, c'est de la croissance. Et c'est une nouvelle question qui se pose. Comment ça s'est posé à moi? Alors, dans le film, de manière, on va dire, par le truchement du montage, cette histoire se raconte en 1h30. Mais en fait, évidemment, ça s'est fait de manière beaucoup plus lente, souvent itérative, avec des retours en arrière. J'ai eu la chance d'étudier les sciences environnementales, donc il y a eu cette première période, mais même avant ça, il y avait sans doute une sensibilité liée à l'éducation familiale. Et à chaque fois, il y a toujours la recherche de solutions, et puis on arrive à des sortes de cul-de-sac. Aujourd'hui, je suis absolument convaincu qu'on ne résout pas les problèmes, on les déplace. Et donc le mot solution est devenu un gros mot pour moi. Par contre, il y a des réponses qui sont possibles, et des réponses plus ou moins humaines, plus ou moins inclusives. Mais à chaque stade, il y a eu ce besoin de trouver des solutions pour se donner de l'espoir, pour avoir envie de continuer à creuser la question. Et à chaque fois, la montée en complexité du problème. Aujourd'hui, on parle de polycrisis en anglais, de polycrise, donc c'est la confluence des crises géopolitique, climatique, avec le climat qui est le grand accélérateur de toutes ces questions. Évidemment la biodiversité, des polluants endocriniens, tout ça ce sont des symptômes de quelque chose qu'on pourrait appeler le grand dépassement, en anglais overshoot, et que c'est cette question fondamentale du dépassement qui est liée à la question de l'énergie. Voilà, donc en fait à chaque fois il y a eu des petits moments eureka qui repoussaient le niveau de lecture du problème à un niveau un peu plus méta à chaque fois. Et donc les émotions qu'il y a en face de ça, ben voilà, on est des petits humains, des petits êtres biologiques face au biogéophysique qui nous écrase comme ça. Et puis on se dit non mais en fait c'est pas biogéophysique, c'est politique, et donc il y a des réponses humaines possibles. Et c'est cet aller-retour constant entre le besoin de sentir qu'on a des marges de manœuvre, la notion du libre arbitre. On arrive très vite dans des questions existentielles et j'ai envie de dire philosophiques. Voilà. Donc ça a été ce cheminement entre des émotions brutes et puis ensuite le besoin de les distiller peu à peu vers une compréhension rationnelle et l'esprit critique de où sont les marges de manœuvre dans ce qui reste. Et je finirai sur quelque chose qui pour moi a été
un guide et qui a été très fort dans ma rencontre avec Susan Moser, Suzy, qui est un des personnages du film, le 4e, celui auquel on aboutit dans mon cheminement, qui est allemande, et qui a fait référence à cette même question qui s'est posée pour les prisonniers dans les camps de concentration, et qui était, même dans cet espace, qu'on pourrait dire, dans une sorte d'exercice de pensée, et l'espace du non-choix, où il n'y a plus aucun choix possible, même là, je peux encore décider de comment est-ce que je vis ce qu'on m'oblige à vivre, de ce qu'on me fait subir. Et donc, même dans cet extrême de la déshumanisation, il y a encore la possibilité du libre arbitre. Et ça a été vraiment une sorte de fil qui m'a guidé. Intéressant. Maintenant, si on essaie de se projeter, il y a un élément qui ressort évidemment lorsqu'on s'intéresse au sujet, c'est la nécessité d'avancer vite, de manière concertée, avec des actions collectives, des actions solidaires. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement vous et moi, c'est les gouvernements, c'est la société civile, c'est toutes les entreprises qui doivent se mobiliser pour pour accélérer finalement la transition. Nous, dans le domaine de la finance et en particulier dans la gestion, on peut proposer des véhicules d'investissement et notamment avec une orientation très environnement. Alors il y a plusieurs approches. La première, c'est l'élément d'exclure toutes les activités ou les entreprises qui sont carbo-intensives. Donc ne pas investir dans le charbon, ne pas investir dans la production pétrolière. Donc ça, c'est vraiment le niveau 1, je dirais, de l'investissement responsable. Mais vous investissez encore dans le gaz? Pas forcément. Donc ça fait partie des politiques d'exclusion. Donc nous, on refuse en tout cas d'investir dans tout ce qui est fossil free. Maintenant, sur le deuxième niveau, c'est d'investir dans des solutions. C'est-à-dire que vous investissez dans des entreprises qui proposent des solutions contre le dérèglement climatique. Donc c'est les renouvelables, c'est la mobilité propre, c'est les infrastructures modernes, voilà. Et enfin, le troisième élément que nous ne faisons pas, mais qui existe, c'est la transition. C'est-à-dire que vous investissez dans des entreprises, par exemple, qui polluent aujourd'hui, au moment où on se parle, mais qui affichent des objectifs climatiques crédibles et réalisables. Donc vous avez ces différents éléments. Et ça, c'est aussi un élément sur lequel nous intervenons beaucoup, on fait de l'engagement. C'est-à-dire qu'on discute avec les entreprises dans lesquelles on investit et on essaye de les améliorer, en tout cas de les aider à évoluer vers de bonnes pratiques, d'avoir de bonnes pratiques. Et on peut aussi voter, c'est-à-dire qu'on peut aussi, avec notre voix, parfois très militante, voter aux assemblées générales pour les influencer, pour les impacter. Moi, ce que je voulais savoir, c'était voilà, quel était finalement votre regard sur la finance et plus globalement, je voulais avoir votre avis sur, d'après vous, les principaux leviers les plus puissants pour faire évoluer et pour accélérer cette transition. Vaste sujet, sur les épaules d'un petit réalisateur. Bon, déjà, je tiens à dire que comment dire, je vois la finance et les financiers comme vous avec un double regard. Vous êtes, je vois pas du tout comme, je suis pas du tout dans une logique populiste de dire les grands méchants financiers ou comme Hollande qui disait je vais divorcer la finance. Je pense qu'on est absolument dépendant de vous, totalement dépendant de vous, pour repousser à un peu plus tard la catastrophe. Et donc vous êtes nos sauveurs et vous êtes nos dealers. On est tous des junkies totalement dépendants de vous. Voilà. Donc aujourd'hui, avec la fin de la croissance des années 80, la dette est arrivée. La dette, les instruments financiers qui ont permis on va dire, de jongler encore un peu plus avec cette dette et de la faire grossir sont arrivés progressivement. Et aujourd'hui, on est dans une situation où, grâce à la dette, il n'y a pas encore eu d'effondrement. Donc grâce à vous, on a repoussé un peu plus tard le problème. Donc, vous faites partie du problème et en même temps, vous faites partie du fait que c'est encore très confortable la vie aujourd'hui. Donc merci et en même temps, attention. Voilà. Aujourd'hui, la question de comment est-ce que vous pouvez aider la transition, alors moi, énergétique et sans doute il n'y en aura jamais. Il y a une accumulation énergétique, donc ça vous le savez bien, et du coup on a rajouté sur, je le dis pour les auditeurs parce que vous savez sans doute, on a rajouté sur les énergies renouvelables anciennes qui étaient le bois,
l'hydroélectricité, l'hydro tout simplement, et l'éolien ancien, les moulins, on a rajouté le charbon, sur lequel on a rajouté le pétrole, sur lequel on a rajouté le gaz. Et aujourd'hui, on rajoute le nouveau renouvelable qui vient rajouter une... Oh, pardon, j'ai sauté le nucléaire. Et on en est là aujourd'hui. Donc, on a besoin de tout ce mix et on ne sait pas faire sans. Et donc, pour moi, les renouvelables sont absolument nécessaires, les nouvelles renouvelables, et absolument insuffisantes. C'est-à-dire qu'elles sont un matelas, un tatami de judo pour faire une roulade et pas se casser la nuque. Voilà. Et Jean Covici dirait ça ne va pas suffire, il faudra mettre une couche de plus, et c'est pour ça qu'on a besoin du nucléaire. Et je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'il est très complexe, mais en tout cas, sur la question de l'amortissement, d'une décrue des systèmes énergétiques, parce que, c'est peut-être un préalable à notre discussion, je suis des personnes qui pensent qu'on va aller vers une contrainte à l'approvisionnement pétrolier, soit parce qu'on le choisit de manière éthique, soit pour des contraintes réelles, physiques sur l'approvisionnement. Et donc, par contre, sur cette question de comment est-ce qu'on prépare, ce qui est plus pour moi de l'ordre d'un effritement que de l'ordre d'une transition, pour ne pas parler d'effondrement, je pense que là, il y a quelque chose à jouer clairement, qui est de déjà aujourd'hui penser les nouvelles règles de ce qu'un système financier futur pourrait être. Et ça va sur des questions très macro qui sont peut-être même loin d'un investisseur comme votre entreprise, mais ça peut être aussi peut-être un plaidoyer qui doit venir de votre secteur en général et auquel vous pouvez contribuer en tant que secteur. Donc, je pense par exemple à la question de la création monétaire via la dette, qui crée un impératif de croissance, puisque une fois que la dette a été remboursée, le principal disparaît, l'intérêt reste en circulation, et donc l'économie réelle, pour rester, pour correspondre à cette nouvelle masse monétaire, doit suivre derrière. Donc on a cette création monétaire crée un impératif de croissance, au-delà de toute idéologie de c'est bien de croître ou pas. Donc il y a un problème fondamental à cet endroit-là. Je n'ai pas les solutions sur comment est-ce qu'on sort de ça, mais en tout cas, je pense que c'est un vrai truc. Et l'autre chose, je vous encourage à continuer ce que vous faites déjà, qui est du lobbying, c'est très bien. Mais je pense qu'il faut être encore plus courageux sur le fait de demander aux régulateurs des règles qui ne sont pas dans votre avantage immédiat, mais qui sont, ça pourrait être une forme d'incitation à long terme, la stabilité sociale de l'ensemble du corps social et dans l'intérêt de tout le monde. Et j'ai fait un film sur un Hongkongais richissime c'était juste après, en 2009, juste après la crise, et qui disait mais donnez-nous des règles plus contraignantes. En tant qu'investisseur, je veux des règles plus dures. Je veux qu'on me muselle. Je suis un loup incapable de me contrôler parce que je crois que l'autre derrière ne le fera pas, le fera si moi je ne le fais pas. Et on est dans cette notion qui est essentielle pour comprendre comment on peut éventuellement réduire collectivement sans aller dans quelque chose de très dur et de très violent, qui est la notion de collaborateur conditionnel. Je suis prêt à collaborer, je suis prêt à aller vers quelque chose si, à la condition que mon voisin, mon concurrent, mon État-nation voisin est lui aussi sous cette même contrainte. Donc ça, on est obligé de passer par la réglementation, et c'est à vous de faire ce lobbying, et que c'est parce que ça vient de vous que ce sera pris avec crédibilité. Oui, enfin, d'autant plus qu'on parle de capitaux importants. Si vous prenez à l'échelle mondiale l'ensemble des capitaux de la gestion d'actifs, c'est 100 000 milliards de dollars. Donc c'est un levier extrêmement puissant. Après, je pense qu'il faut distinguer des zones. C'est-à-dire qu'en Europe, il y a déjà une réglementation qui a été définie, alors qui n'est peut-être pas suffisante. Je pense qu'on peut aller encore plus loin, mais elle existe. Et ça offre quand même un cadre pour pouvoir orienter des capitaux vers des éléments de transformation. Alors moi, je ne reviendrai peut-être pas trop sur la notion de dette, parce que les États se sont endettés. Enfin, pas que la finance a été quelque part le réceptacle, mais les États se sont endettés, et c'est des États qui ont maintenu la croissance de manière un peu artificielle grâce à cet endettement. Je pense qu'on partage cette idée-là. Donc effectivement, c'est ce modèle qu'il faut complètement réinventer.
Moi, je suis plus intéressé par la notion d'investissement pour accélérer la transformation. On a parlé de renouvelables, on a parlé d'infrastructures, de mobilité propre. Nous, ce qu'on a souhaité au départ, c'est déjà de mesurer l'impact environnemental des activités, différentes activités des entreprises. Donc, les entreprises dans lesquelles on investissait. On a notamment créé cette fameuse métrique qui s'appelle la NEC, pour Net Environmental Contribution, qui permet de mesurer avec un seul chiffre qui vous dit si l'entreprise elle contribue positivement ou négativement à la transition écologique. C'est cet élément qui nous a permis ensuite de créer un fonds d'investissement solution, donc qui a investi notamment dans les renouvelables. On a lancé ce fonds en 2015 et aujourd'hui, ça représente un peu plus de 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion. Donc c'est déjà un montant important. Et ce montant-là, c'est ce qui nous permet, en tout cas on a le sentiment, ça nous permet de faire bouger les lignes et d'aider, de transformer. Alors c'est évidemment pas assez, mais c'est un élément qui à mon avis contribue et va dans la bonne direction. Ça me rappelle, à la fin de l'université, c'était un de nos projets, on a créé un premier Green Fund dans notre pension fund pour les professeurs de l'université McGill. Et donc c'est à cette époque, ça remonte à 20, voilà, c'était il y a 20 ans, je me souviens à peu près, mais et je sais que à l'époque j'avais une vision des choses, on parlait des différents temps, un peu moment Eureka, où ça me paraissait faire partie de la solution. Aujourd'hui, je suis plus dubitatif. Je pense que ça peut. En fait, il faut toujours se dire c'est absolument nécessaire et absolument insuffisant. Parce que sinon, voilà, on peut se reposer sur ses lauriers et se dire voilà, on fait quelque chose de bien, alors qu'en fait, tout ce qu'on fait, c'est quand on repousse le problème. Parce que dans ma vision des choses, s'il n'y a pas de solution et qu'il n'y a que des problèmes qu'on déplace, la question c'est toujours vers qui est-ce qu'on déplace. Voilà, avec, on va dire, la période des grandes explorations, ensuite le colonialisme, etc., le problème d'approvisionnement des ressources, on l'a déplacé vers d'autres pays. Avec les déchets, c'est la même chose, on l'a déplacé vers d'autres pays. Aujourd'hui, à peu près, le monde est saturé. Bon, il y a quelques frontières, comme l'Antarctique, mais globalement, il n'y a plus d'espace pour mettre le problème ailleurs. Donc maintenant, on le repousse dans le temps, vers les générations futures. D'où la question climatique, la question de tous les grands polluants, etc. Et du coup, je pense que quand on trouve des solutions, il faut toujours se poser la question, vers quoi est-ce que je déplace mon problème. Et donc, investir dans des technologies plus propres, etc. Ce que je fais moi aussi en tant que citoyen, j'habite dans un habitat énergie positive, on a investi dans des panneaux thermiques, etc., dans ces nouvelles technologies. Il faut se rendre compte qu'en fait, on augmente la taille du superorganisme humain, c'est-à-dire de l'économie, et du coup, la hauteur de la marche qu'il va falloir descendre le jour où il y aura une contraction. Donc tout ça est très très ambigu en fait. À chaque fois qu'on repousse le problème, on le fait grossir, on le fait grandir. Et donc voilà, moi j'essaye d'avoir ce discours où dans une même phrase, je dis voilà, je fais ça et c'est pas suffisant, mais je le fais quand même et de bien garder la tête sur les épaules. Voilà, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas mieux que les autres, on fait juste avec l'information qu'on a au mieux, et en même temps on est pris dans quelque chose qui, je pense, nous dépasse complètement. Et je finirai sur Bruno Latour, qui m'a beaucoup inspiré dans son travail, qui disait jusqu'à présent, le drame humain était une pièce de théâtre, il n'y avait que des acteurs humains, et maintenant on se rend compte que le décor derrière, la scène, le monde, qui était le support, le substrat pour ce drame qui était tout ce qui comptait, ben lui aussi il se met à bouger, lui aussi il commence à avoir un rôle, à avoir une voix, et cette voix est plus prégnante et plus puissante que celle des petits acteurs sur la scène, et de reconnaître cette dimension profondément tragique, mais est-ce que c'est la condition humaine? Mais en tout cas, voilà, j'amène quelque chose qui est très personnel dans cette discussion. Voilà, je vous dis, voilà, en toute vulnérabilité, attention à ce que nous amenons comme étant des solutions. Ce sont juste des réponses à ce qui nous semble être juste un instant T, et qui demain peut-être sera hautement critiqué. Alors si on reste sur les questions un peu personnelles, quand on voit certaines grandes entreprises américaines qui remettent en question le climat dans l'entreprise,
ou des politiques climato-sceptiques qui commencent à prendre de plus en plus d'importance, et peut-être qu'aux États-Unis, on va en avoir un au mois de novembre qui va revenir, ou pire, des politiques qui disent avoir conscience, mais qui ne font rien. Qu'est-ce qui vous rend encore aujourd'hui optimiste ? Alors moi, l'optimisme, pessimisme, ça ne me parle pas trop. Par contre, ce qui fait que je continue à être dans un engagement quotidien, et je me l'explique, parfois je ne m'explique pas d'où ça vient si ce n'est pas l'optimisme, c'est cette conscience que j'ai une chance absolument incroyable, que je suis privilégié d'être né dans un pays privilégié, dans une famille relativement privilégiée, j'ai pu eu le droit d'avoir des études, etc. Et qu'avec tout ça vient une responsabilité très très forte. Ça c'est une chose, on va dire le côté rationnel. Et le côté, et on va dire plutôt le côté un peu bâton, voilà, maintenant tu es responsable. Voilà. Et après la carotte, c'est que c'est quand même une époque absolument fascinante. C'est-à-dire que c'est très très rare dans l'histoire de l'humanité, les moments où on a pu se dire les 20 dernières années ne sont aucune indication des 20 prochaines. Donc on est dans l'incertitude totale. Et d'apprendre à vivre avec cette incertitude, pas de la dompter, mais de l'accueillir, et ensuite, je pense que ça peut devenir, cette acceptation, ça devient un moteur très fort. Parce que si je suis sûr que tout va aller à volo, ou que l'humanité va disparaître, ce qui n'est pas mon cas, du coup je ne me lève pas le matin. Mais si je suis sûr aussi que je suis un technosolutionniste, que tout ira bien demain, je ne me lève pas non plus le matin. Donc du coup, c'est dans cette incertitude entre les deux qu'il y a un espace de mise en mouvement, parce que l'incertain est là. Ce qui est le plus probable, c'est quelque chose de très difficile qui nous attend, mais l'improbable est aussi possible. Et même au sein de ce qui est le plus probable, c'est pas quel rôle j'ai envie de jouer, mais plutôt comment est-ce que j'ai envie de vivre ce qui m'est donné de vivre. Je pense que c'est vraiment... Et aujourd'hui, dans cette quête de sens qui est tellement importante, j'ai oublié, j'écoutais ce matin un philosophe anglais, j'ai oublié son nom, désolé, qui disait quelque chose je trouve ça génial, il disait, quand on arrête de croire, on ne croit pas en rien, on croit en n'importe quoi. Et du coup, c'est aussi la question de quelle foi qui repose, donc du coup, qui n'est pas de l'ordre de l'optimisme rationnel, mais de quelque chose qui nous dépasse. Dans quelle foi est-ce que je décide de mettre mon énergie, de mettre mon espace de conscience à un moment, il va y avoir plein de récits en compétition, de récits de conspiration, qui vont chercher des boucs émissaires. Hier, c'était les Juifs, aujourd'hui, c'est les immigrés. Demain, ce sera peut-être le trader de Wall Street ou le trader de Paris, parce qu'il aura bien profité des dernières miettes du gâteau. Et du coup, ce sera haro sur le trader. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des récits qui sont plus complexes, qui sont plus proches d'une réalité physique sur laquelle tout repose, la question de l'énergie, et ensuite, en effet, la question de l'équité. Face à cette énergie qui disparaît, comment est-ce qu'on redistribue, comment est-ce qu'on rationne, comment est-ce qu'on réduit les écarts et pas pour des questions purement éthiques ou politiques, c'est pas bien l'égalité ou c'est bien l'égalité, mais pour des questions pragmatiques. Une société qui est plus égalitaire est une société qui est plus résiliente face au séisme, je veux dire, aux contraintes ou en tout cas aux perturbations extérieures. Ce qui ressort quand même nettement dans le processus d'acceptation que vous évoquiez tout à l'heure, c'est la force du collectif. Parce que quand on commence à s'intéresser à ça et qu'on accepte, on s'aperçoit que le collectif est extrêmement puissant, nous permet déjà de se reconnecter aux vivants et se reconnecter aux gens qui nous entourent. Et ensemble, on peut éventuellement trouver des solutions. Alors, c'est des solutions qui sont peut-être limitées dans le temps, qui ne sont pas suffisantes, mais elles nous permettent quand même de réfléchir. En ce qui nous concerne, on participe à la CEC que vous connaissez, donc au parcours de la Convention des entreprises pour le climat. Et ensemble, avec un collectif, on réfléchit à des modèles régénératifs. Donc on n'est plus en train de parler de neutralité carbone, on est en train de parler de
réparer finalement l'écosystème systémique dans lequel nous vivons. Et je trouve que ce qui est en tout cas un élément, je ne sais pas si c'est optimiste, mais un élément positif de tout ce parcours ou de cette prise de conscience ou de ce processus d'acceptation, c'est de pouvoir effectivement mesurer la force du collectif pour essayer de trouver une solution. Oui, alors la question qui se posera toujours, c'est quelle est la taille de ce collectif? À quel point est-ce qu'il est inclusif? Qui peut en faire partie? Qui fait partie du club? Qui ne fait pas partie du club? Et la conversation, et c'est là où on arrive. Essayer de l'ouvrir le plus possible. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel, merci pour votre film qui nous a réveillés, nous a éveillés, qui nous a en tout cas éclairés. Merci beaucoup. Merci.